Bonjour. J'apprécie bien le nom de votre association, Les Carrefours de la Pensée. En tant qu'architecte, je le trouve plein d'urbanité. Vous le savez, pour construire une cité, les Romains traçaient deux voies perpendiculaires, un axe vertical, enfin un axe nord-sud, le Cardo, et puis le Decumanus, est-ouest. Et à la croisée, forcément un carrefour, qui s'élargissait généralement en un forum. Là s'y échangent les denrées, les biens, les services, les nouvelles et les idées venues d'ailleurs, les pensées. Ce forum est un carrefour de la pensée. Chacun y apporte ses pensées, on les brasse, on les embrasse, on se confronte, on expose, on explose, on retient, on prend ou on rejette. Ici, le culturel, le politique, le cultuel et le social s'y construisent. Alors demain, comment habiter le monde ? Si la question c'est demain, comment habitera-t-on le monde ? Ma réponse est, je n'en sais fiche rien, on n'est pas au carrefour de la voyance. En 1960, on imaginait l'an 2000 avec des voitures volantes. On a eu l'Internet, les réseaux sociaux, l'intelligence dite artificielle qu'on n'avait pas vu venir. Alors, dans ce contexte, je le répète, de bouleversement climatique, de migration, de fortes tensions géopolitiques, de guerre, la certitude en l'avenir serait bien confortable, mais bien illusoire. Mieux vaut penser la complexité du monde et son impermanence. C'est bien aussi le sujet des carrefours de la pensée. Par contre, si la question c'est demain, comment envisage-t-on d'habiter le monde ? C'est ainsi que je la comprends, ou que je veux la comprendre. Alors je vous propose la réflexion d'architecte, avec un S, sur l'habiter et l'habitat, sur les nouvelles approches de conception et les process de construction émergents, développés en France et dans le monde par les architectes, par les acteurs du cadre de vie et la population, avec l'objectif de répondre aux nouveaux défis environnementaux, démographiques, géopolitiques, et nous redonner de l'espérance pour demain mieux habiter le monde. Alors ces réflexions que je vais vous livrer ont été menées avec les architectes de l'association des architectes de la Sarthe que je préside, et j'ai aussi puisé des réflexions d'intervenants que je cite dans mes propos. Alors comme demain est bien long et le monde est bien vaste, mon propos de 20 minutes se limitera à 10 réflexions, via des approches volontairement très différentes, comme autant de briques sur le sujet, pour construire votre propre réflexion, votre propre maison de pensée, ou votre pensée maison. Je vous propose de suite la première brique, qui est de se demander ce que c'est qu'habiter. Effectivement, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est comme respirer. Bon, on se pose la question. Alors moi, mon petit Robert, il me dit que le premier synonyme du mot habiter, c'est vivre. Il se définit comme avoir sa demeure. Je cite Nadège Leroux qui a fait un ouvrage sur qu'est-ce qu'habiter. La demeure apparaît comme le nid, le refuge à la vertu d'abri, avec ses qualités de repos, de tranquillité et de sécurité. Point de départ de la première expérience de l'être dans le monde, la maison constitue une référence et un outil de construction de soi. C'est quand même quelque chose. C'est pas qu'une simple enveloppe. L'habitation est avant tout lieu de vie, un lieu protégé de toutes les menaces extérieures. C'est par la préservation de l'intimité que l'habitat tient un rôle important de régulation, de préservation de soi et de représentation sociale. C'est donc la relation entre l'homme et sa demeure qui permet l'habiter. La demeure est un lieu délimité qui différencie l'espace privé de l'espace public. Se constituer son chez-soi, c'est investir un lieu et le posséder par l'appropriation, y faire habiter son corps, y faire habiter ses objets. Fin de citation. Deuxième brique, je me suis amusé à une réflexion que j'ai appelée « Habiter comme des poupées russes ».
Mon ventre, mes muscles, mon cœur, mes pensées, mes émotions sont rassemblés dans mon corps, qui est d'un seul morceau, unique et bien différencié du vôtre. En quelque sorte, j'habite mon corps. Avant d'habiter chez moi, j'habite moi. Ce corps est délimité par ma peau, à l'intérieur, moi, à l'extérieur, le monde. Ma peau est un écran, une protection. Mais je suis cependant en échange avec ce monde, car cette peau membrane est comme un filtre, elle est poreuse. Elle perçoit la chaleur, la texture, elle climatise mon corps par la transpiration. Par mes sens, je perçois le monde, je vois, j'entends, je ressens. Également, j'exprime au monde. Je parle, je chante, j'écris, je fais même une conférence. Par ce filtre, je m'adapte à l'environnement. Mon premier habitat, c'est mon corps. C'est un habitat transportable, puisqu'il est toujours avec moi, et à vie. Ensuite, mon corps se loge dans mes vêtements. Il me protège du froid, du chaud, de la pluie, des agressions. Adaptation à l'environnement. Soutane, costume cravate, jupe, coupe cheveux punk, mes vêtements disent de moi. Mes vêtements sont interface entre moi et le monde. Mon deuxième habitat, c'est mes vêtements. Habitat que je transporte avec moi, comme la coquille d'un escargot, par contre avec l'avantage de pouvoir en changer. Ensuite, vous l'avez compris, je vis dans un espace construit, cabane, grotte ou maison. C'est l'habitat au sens le plus courant. Je m'y protège du chaud, du froid, des agressions, adaptation à l'environnement là encore. C'est essentiellement l'espace de ma vie intime. Mais les murs n'y sont pas étanches pour autant. Des ouvertures comme la porte pour entrer et sortir, ou des fenêtres pour recevoir la lumière et regarder le monde. Je reçois de l'eau, de l'électricité, du gaz, Internet, du courrier. J'y rejette des déchets, des eaux usées, via un réseau de viscères domestiques. Mon habitat dit de moi. À l'intérieur, mon mode de vie s'y étale, c'est mon reflet. Et d'ailleurs, quand on est architecte, quand on va visiter un appartement d'un client pour lui faire plus tard sa maison, il n'a pas besoin de parler. L'appartement, les choses, on voit s'il est organisé, s'il est plutôt monacal ou plutôt baroque, plutôt bordélique. Mais également, mon habitant dit de moi depuis l'extérieur, pour le passant par la fenêtre, ce que je laisse entrevoir de mon intérieur sur l'extérieur. La façade de ma maison, le nom accroché dessus, abricotier ou tibraise, les abords paysagers, l'espace de ma représentation sociale, mon vélo ou ma Mercedes stationnée devant. Là encore, interface entre moi et le monde. L'architecte dit d'ailleurs de la façade que c'est la peau du bâtiment. C'est comme ça qu'on en parle entre nous. Mon troisième habitat, c'est mon logement. C'est le sens le plus courant. Logement duquel je rentre et je sors. Et cet habitat, je peux en changer. Ensuite, je sors de mon habitat, me voilà dans la rue, dans la place. Ces espaces sont définis, délimités par les murs des constructions. Comme le dit Fellini dans Fellini Roma, les rues sont des couloirs et les places des salons. Vous voyez l'analogie. Et vous voyez mes poupées russes qui s'emboîtent. Je vis dans ces espaces, j'y circule, j'échange avec ma voisine ou l'inconnu, je perçois le monde, je m'y présente, je m'y montre, je m'y expose, j'imprime ma marque avec vigueur ou discrétion, j'y habite là aussi. C'est vraiment l'espace de l'échange, du social, avec ses codes sociaux, culturels, etc. Mon quatrième habitat, c'est l'espace public, rue, carrefour, place, square. De même, on pourrait penser que les réseaux sociaux représentent à leur façon une forme d'espace social, puisque d'échange entre personnes, bien que d'une autre forme, probablement plus limitée et parfois d'un ton très débridé. Ainsi de suite, le quartier avec ses frontières discrètes. Puis la ville, notre ville Le Mans par exemple, avait une enceinte, a toujours une enceinte, mais dans sa fonction première, cette enceinte était pour se protéger des agressions.
mais aussi avec des poternes d'entrée, sortir, pour échanger avec le territoire. On est fermé, mais on est filtre. Voilà. Cette enceinte s'exprime aussi par ses motifs de briques, moellons de grès et de roussard. Elle dit au monde, voyez comme je suis belle, comme je suis une belle ville. Je dis, j'habite Le Mans. Mon cinquième habitat, c'est la ville. Ensuite, vous avez compris, comme dans les poupées russes, j'habite ma région, puis mon pays. On dit la France et ses habitants. J'habite un pays, c'est de l'expression courante. Et puis ensuite, la poupée plus grande, je peux considérer que c'est l'Europe, je peux considérer que c'est le monde. Ainsi, habiter, c'est vivre successivement dans ces espaces gigognes. C'est se déplacer entre l'intime et social, depuis mon corps jusqu'au monde, toujours en échange et en adaptation avec mon environnement. C'est habiter le monde. Je vous propose une troisième brique. Habiter, ce sont des réalités d'habitat très divers. Je me suis amusé à lister tous les types d'habitats, enfin tous, non, justement pas tous. Et on s'aperçoit qu'on n'a jamais fini. Alors bien sûr, c'est un appartement, une maison, hein, mais c'est également un palace, un château, une résidence secondaire, une grotte, un tipi, une tente dans un camping ou une toile dans un camp de réfugiés. C'est l'hôtel Ritz ou un hôtel pension de sous-préfecture. C'est un hébergement d'urgence. C'est une résidence universitaire, une maison partagée. C'est un habitat participatif. C'est une HLM, un EHPAD, un mobil-home, un camping-car ou dans une voiture. C'est en prison. C'est sur un bateau. C'est sous un pont ou sous 3 cartons. Et des façons d'habiter très diverses. Seul, de façon subie ou choisie, en famille, avec ses parents et ses grands-parents, comme nous faisions autrefois, en maison partagée intergénérationnelle, en colocation, en co-living, etc. Je vous propose une quatrième brique, qui est juste un fait, mais qui place la réalité également de l'habitat au niveau mondial. En 1800, 3% de la population habitait en ville, et aujourd'hui, c'est plus de 50% de l'humanité qui habite en ville. Et tout laisse à penser que le phénomène risque de s'amplifier par des migrations qui sont de plus importantes, guerre, événements climatiques, pression politique, crise alimentaire, sanitaire, etc., etc. Manque d'emploi. Cinquième brique. On va parler un petit peu du logement en France. Bon, actuellement, on dit qu'il y a une crise. Il y a une crise. Il y a eu des crises. Donc on ne peut pas faire l'impasse sur cette brique. On dit qu'il faut construire 500 000 logements par an. On ne l'a jamais vraiment fait. On a toujours construit entre 350 000 et 400 000. Là, on va en construire beaucoup moins, beaucoup moins. Il faut rappeler que le logement, c'est le premier poste de dépense des ménages. Et que c'est un marché très particulier, qui est soumis à une grande pression foncière. Le foncier est de plus en plus rare. Tout ce qui est rare est cher, il est limité, donc très cher. Et comme le logement, on le construit sur un sol, ça pose des problèmes. Le marché est également dépendant des aides personnalisées au logement. C'est 15 milliards, et c'est énorme. Le marché est très dépendant des taux d'intérêt, tout le monde le sait. Hein. En 18 mois, on est passé de moins 1% de taux d'intérêt à plus de 5%. Le coût du logement, en 20 ans, ça a augmenté 4 fois plus que les revenus moyens des Français. Donc là, il y a un effet ciseau qui fait que la capacité d'emprunt se retrouve réduite de 25%. Donc au final, on se retrouve avec une pièce en moins. Ça fait mal. Hugo Frank, qui préside le syndicat de l'architecture, nous dit « Nous construisons peut-être mieux qu'avant, si nous prenons en considération les critères techniques, environnementaux et énergétiques. Mais la pression foncière et l'augmentation de la demande dans les aires métropolitaines ont conduit inexorablement
à une recherche d'optimisation des opérations et donc à une diminution des surfaces et une part de qualité spatiale. Organisation des distributions des bâtiments empêchant la double orientation des logements, qui pourtant est très intéressante, notamment pour la ventilation naturelle. Disparition de l'entrée et ou de la cuisine, chambre de 9 mètres carrés, rangement inclus, ne permettant pas un grand nombre d'aménagements. Je ferme la parenthèse. Le logement dépend du marché du travail. Si sur un territoire, pas de travail, pas de logement, ou alors des logements vides. S'il y a du travail et s'il y a du logement, c'est OK. Sinon, l'employeur doit chercher le logement. C'est-à-dire, pour trouver un employé, il faut lui trouver son logement. On connaît le problème, notamment dans les régions touristiques. Le logement est soumis au jeu de la financiarisation. C'est un placement, le logement. C'est un placement, c'est une niche d'investissement. Le logement et son foncier est traité comme une marchandise, soumise aux lois du marché libéral. On peut se poser la question si c'est bien normal. Certains disent que ce n'est plus une crise. C'est véritablement la fin d'un modèle de production capitaliste du logement et qu'il nous faut inventer un autre modèle. On dirait clairement que l'État teste l'idée que ce marché se régule tout seul. Le problème est également politique. Hugo Frank, à nouveau du syndicat des architectes, le droit à un logement décent devrait être inaliénable et le gouvernement devrait prendre ses responsabilités vis-à-vis de notre société et des règles républicaines de base qu'il est censé protéger, avec obligation de résultat. Alors, après cet état des lieux, cette critique, quelles sont les expériences qui sont faites? Parce qu'il n'y a pas une seule façon de produire le logement. Il y a plein de façons de produire le logement en France. Il y a déjà le fait qu'aujourd'hui, des bureaux qui sont invendus, on peut les transformer en logement. Ça nécessite adaptation des normes, des règlements. Et puis évidemment, quelques travaux. C'est important. Une autre expérience, le bail réel solidaire. C'est un process qui est destiné aux primo-accédants. L'idée, c'est que le foncier qui coûte tellement cher peut impacter de 20 à 50% le coût global du logement. L'idée, c'est que la collectivité achète le terrain, donc avec l'impôt. Donc ce sont tous les imposés qui payent le terrain. Le promoteur construit le logement dessus, et le primo-accédant ne paie finalement que le logement. Et donc, il paie un logement sans le coût du foncier. Et donc là, on permet quand même d'accéder au logement. Il y a une autre expérience, je vous le fais court. Hein. La coopérative d'habitants. Ça, c'est Rémi Hersan qui m'a cité ça. Rémi Hersan, qui est architecte sur Le Mans, fait partie du cabinet Faro. La coopérative d'habitants, ce sont des coopérateurs qui n'achètent pas le logement, mais qui achètent des parts de la coopérative qu'ils peuvent revendre. Hein. Pas de plus-value. Quand ils ne revendent pas la plus-value. Hein. On sort d'une logique patrimoniale. On sort d'une logique où le logement prend, au fil du temps, une valeur. La clientèle type, m'a-t-il dit, c'est la femme de plus de 50 ans qui divorce. Qui n'a pas les moyens de s'acheter un... Elle a vendu sa maison. Bon, là, on a peut-être tiré que la moitié du prix à cause du divorce. Et donc, c'est une façon de s'installer. Il y a une autre expérience que je voudrais citer, c'est Habitat et Urbanisme. Mais j'ai vu que dans la salle, il y a Philippe Rousseau qui est architecte, qui travaille sur cette expérience-là depuis de longues années, qui est dans la salle et qui pourra nous en parler tout à l'heure. Une sixième brique, c'est concevoir et construire l'habitat autrement. Je vais parler d'abord en France, ce qu'on fait, et puis ensuite on parlera du monde. En France, par an, le bâtiment représente 43 des consommations énergétiques et génère 23% des gaz à effet de serre. Par ailleurs, la ressource, le matériau,
hein, les différents matériaux qui viennent du sol ou des industries, se raréfient. Donc forcément, ça va coincer. On a beaucoup à construire. Donc il faut concevoir et construire autrement. J'indique bien concevoir et construire autrement, avec une certaine frugalité. Donc le mot, il faut bien le comprendre. Frugalité en énergie, frugalité en matière et frugalité en technicité. La frugalité, ce n'est pas la décroissance ou l'appauvrissement. C'est juste faire mieux avec moins. C'est faire travailler notre intelligence et se remettre en cause. C'est assez proche d'un système que les industriels connaissent, ça s'appelle le Lean, L-E-A-N, ce qui est un mot anglais, hein, qui veut dire maigre, sans gras, hein, dégraissé. Voilà. Light. Ça sert à qualifier une méthode de gestion de la production qui se concentre sur la gestion sans gaspillage, ou une gestion allégée, ou encore la gestion au plus juste. Ça a été développé dans les années 90 et ça a été appliqué par Toyota notamment. Voilà, donc c'est juste faire mieux avec moins. Je dis bien faire mieux, c'est pas faire moins. Alors, comment on fait, nous constructeurs, comment nous architectes on conçoit? Alors, premier outil, c'était les réglementations thermiques précédentes. Il y en a eu une dizaine en France depuis 1974. Elles visaient uniquement des objectifs énergétiques. Puis après, on s'est intéressé au confort thermique, notamment au confort d'été, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait des surchauffes. La réglementation environnementale en cours actuellement, qu'on appelle la RE 2020, traite bien sûr de l'énergétique, du confort d'été, mais pour la première fois, du carbone. C'est-à-dire que quand on construit un bâtiment, on calcule le carbone embarqué par chaque matériau dans toute la construction. Et donc ça nous donne des kilos de carbone, et puis on doit ne pas dépasser un seuil. Hein, tout comme on le faisait avec l'énergétique, on calcule les consommations, et on ne doit pas dépasser un seuil de consommation. Voilà. Comment on construit? La ressource limitée, la ressource non renouvelable étant limitée, on va utiliser des matériaux autant que possible renouvelables. Donc ce sont des biomatériaux, des matériaux qui viennent du végétal, qui se renouvellent. Donc c'est du bois, qui donne de la laine de bois, c'est de la paille, c'est du chanvre, c'est de la terre crue. Par ailleurs, on va réemployer des matériaux issus de la déconstruction. On déconstruit, on démolit, on dit déconstruction maintenant, puisqu'on fait attention. Voilà, on trie les matériaux, on déconstruit beaucoup et on récupère 1% actuellement en France. Donc il y a un gisement phénoménal. On n'arrivera peut-être pas à 100% de recycler, mais il y a une marge. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on déconstruit un bâtiment, on doit appliquer un plan de récupération des matériaux, on doit lister les matériaux réutilisables dans le projet de réhabilitation, hein, où on liste les matériaux qui seront récupérables par des plateformes de réemploi de matériaux. Ici au Mans, par exemple, il y a une plateforme qui a été mise en place par Envie 72. Cette plateforme de récupération, de réemploi des matériaux de bâtiment s'appelle Rebâtir. C'est une expérience intéressante qui démarre. Et dans tous les départements, il y a des plateformes qui se mettent en place. On avait fait venir avec l'association une entreprise qui s'appelle Sans détour sur cyclage, basée dans les Deux-Sèvres, qui, elle, conçoit et fabrique des agencements intérieurs, extérieurs, exclusivement à partir d'anciennes menuiseries extérieures récupérées. C'est intéressant. Voilà. Il y a donc des choses qui se mettent en place, qui ne demandent qu'à se développer. Bien sûr, dans nos bâtiments, il faut essayer, tant que possible, d'employer des énergies renouvelables, solaire, géothermie, éolien, etc. Je vous le fais court, hein, parce que chaque item demanderait une demi-heure.
Avant tout, on travaille sur l'enveloppe, avant de se demander comment on chauffe, comment on refroidit l'enveloppe. Donc, on fait une enveloppe de grande qualité, hein, super isolée. On traite les ponts thermiques, étanches à l'air. On fait une architecture basée sur les principes de l'architecture bioclimatique, notamment pour le logement. Donc, on va essayer de chercher des orientations vitrées sud, sud-est, sud-ouest. On limite les ouvertures au nord. Il ne s'agit pas de vivre dans des pièces sombres, mais on les limite. Voilà. On va rechercher une certaine compacité pour limiter les surfaces de déperdition calorifique. De plus en plus, il faudra qu'on traite le confort d'été, hein, puisque le confort d'hiver maintenant, depuis la réglementation thermique 2012, on réussit bien à le traiter. On a baissé sensiblement je parle pour le neuf, hein, sensiblement les consommations énergétiques, mais le confort d'été est des fois assez déplorable. Donc on travaille avec des systèmes de casquettes, on place des arbres à feuilles caduques, hein, puisque l'hiver, feuilles caduques, pas d'arbres, donc le soleil peut passer, le soleil est bas, il rentre dans le logement. L'été, les feuilles sont là, donc elles font de l'ombre et coupent le soleil. On travaille avec des stores extérieurs, hein, des brise-soleil orientales, et on met aussi à l'intérieur de l'enveloppe, on met des matériaux à forte inertie, hein, pour tenir le frais. Pierre, béton, terre, etc. On peut prévoir aussi à la conception la transformation future dans une autre destination. Hein. On peut imaginer que les bureaux deviendront des logements. Et donc on va concevoir avec des systèmes plutôt poteaux-dalles, hein, et on évite les murs porteurs, même les façades porteuses. Donc finalement, on construit un bâtiment, on le cloisonne, etc. Mais si on veut le réhabiliter plus tard, changer les façades, ben on enlève tout ça, on a juste des poteaux et des dalles. Des poteaux et des dalles. Donc après, c'est facile de remettre une autre façade qui aura un autre pouvoir, qui aura une autre gueule, qui sera plus vitrée, moins vitrée, etc. Autre chose, c'est renvoyer les eaux pluviales qui avant tombaient sur le terrain et rentraient dans les sols. Ben, aujourd'hui, on doit le remettre à la parcelle. Donc les eaux pluviales que je récupère sur mon toit, dois le remettre dans la parcelle. On cherche à limiter les surfaces imperméabilisées. Et puis il y a d'autres façons de produire le logement. Aujourd'hui, on le produit sur chantier. Hein. On amène des pièces de bois, on amène des briques, on amène des tuyaux, on amène différentes choses, et on assemble sur le chantier à plein vent, dans le chaud, dans le froid, etc. Donc des fois, le chantier, c'est le bordel. Voilà. Donc il y a une façon de produire, c'est de façon préfabriquée ou hors site. Hein, c'est-à-dire qu'une partie du chantier est faite dans un atelier chauffé, bien éclairé, avec des bonnes conditions de travail, avec des bons outils, en toute sécurité. Voilà. Donc il y a une qualité de production meilleure. Voilà. Et ensuite, on a toujours des temps de chantier, d'assemblage. Il faudra toujours des fondations, il faudra toujours des finitions, etc. Il y a d'autres choses qui émergent, qui sont assez fabuleux. C'est l'impression 3D. Hein. Vous avez vu ça sur Internet où on a des imprimantes qui font couler du béton comme ça. Voilà, donc ces choses-là existent vraiment, et depuis une dizaine d'années, nous, architectes, concevons avec ces différentes façons de faire. J'ai une 7e brique qui est de dire, en priorité, c'est essayer de rénover, de réhabiliter, de réutiliser l'existant. Effectivement, les constructions neuves, avec les réglementations, nous permettent de faire du logement qui atteint des objectifs de qualité indéniable. Mais la construction neuve chaque année en France, ce n'est qu'1% du parc de logements existants. Donc si on a 100 logements aujourd'hui, eh ben cette année, je vais avoir construit un logement en plus. Donc dans 50 ans, on aura toujours nos 100 logements anciens, on aura 50 logements neufs. Donc on n'aura que 30% finalement de logements corrects. Voilà. L'urgence demande autre chose. Hein, on ne va pas y arriver comme ça. Donc en priorité, et tant que c'est possible, parce que des fois c'est pas possible, des fois ça coûte une blinde, on va essayer de rénover, réhabiliter, réutiliser l'existant. Faut aussi également considérer la valeur patrimoniale, architecturale de certains bâtiments.
qui est une qualité culturelle, qu'il faut pouvoir... Ça veut dire quoi ça? D'accord. Oui. La 8e brique, c'est reconstruire la ville sur elle-même. Ça va parler à notre urbanisme. On ne peut plus étaler la ville, hein, car son territoire est limité et on ne peut pas prendre sur les surfaces agricoles. Et dans un état de droit, on ne va pas s'installer chez le voisin. Alors on reconstruit sur la ville. Hein. On parle de ville palimpseste, hein, qui est un manuscrit. Enfin, bon. On construit dans les dents creuses, on reconvertit les friches, on élève la ville. Alors Stéphane Le Foll a une bonne expression, on redresse la ville. Voilà. Hein. En fait, on densifie. Voilà. Il y a des expériences comme BIMBY, qui est l'acronyme de Built in My Backyard, qui est construire dans mon jardin. En fait, le principe, c'est dans des zones pavillonnaires qui ont 20, 30, 40 ans, où il y avait finalement des grands terrains, puis une maison posée dessus, c'est de dire à ses propriétaires, s'ils le veulent, vous détachez une partie de votre terrain que vous vendez, ben, le nouveau propriétaire, il construit une maison. Il y a un gisement important, hein, puisque 14 millions de maisons individuelles actuellement. Donc si seulement 1% des propriétaires détachaient une partie de leur terrain, ça nous fait 140 000 terrains à bâtir, sans étaler la ville. C'est juste densifier modérément. Donc il y a un grand intérêt économique, écologique et social. Je vais vous parler d'expérience, et donc là, ça serait bien d'avoir la vidéo, s'il vous plaît. Ah ben c'est bon, voilà. Donc, je vais vous parler d'expériences nouvelles, puisées de l'exposition qui a lieu à la Fabrique au Mans. C'est une très belle exposition qui est faite par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui se termine ce soir à 18h. Voilà. Donc j'ai puisé 3 exemples de ça. Donc ensuite, je fais quoi? J'appuie sur le bouton? Ouais, non, c'est bon. Voilà. Première expérience, c'est Alejandro Aravena, qui est un architecte chilien, qui lui pose l'équation du XXIe siècle en les termes suivants. Il nous faut construire dans les 20 ans à venir une ville d'1 million d'habitants chaque semaine avec $5 000 par logement. Bing, vous avez 2 heures. Le problème, il est costaud. Hein, parce que la démographie, c'est aujourd'hui 7 milliards, 8 milliards d'individus et peut-être 10 milliards en 2100. Bon, j'ai vu que la fécondité décroît. Donc on ne sera peut-être pas 10 milliards, mais enfin, il y a du boulot. Surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui sont à la rue dans des conditions exécrables. Alors, qu'est-ce qu'a fait ce Alejandro Aravena? C'est un quartier qui a été fait pour résorber un bidonville qui était installé depuis 30 ans en plein centre-ville au Chili. Son agence, qui s'appelle Elemental, a mené le relogement de 100 familles dans leur favela, dans le cadre d'un programme public qui permet d'allouer des subventions aux familles les plus pauvres pour qu'elles accèdent au logement. Mais comme la somme allouée était insuffisante, il a simplifié le modèle du logement social et mobilisé la pratique de l'autoconstruction. Les accédants ont démoli eux-mêmes la favela. Puis Elemental n'a construit que la moitié d'un logement collectif. C'est-à-dire que vous voyez ce qu'il construit en dur, là, les parties verticales, c'est ça. Il a construit ça. L'ossature est ce qu'une famille ne sait pas bien faire, c'est-à-dire la cuisine, la salle de bain, les murs mitoyens, les points durs. Hein. Les habitants, voilà, ça il a construit. Et les habitants ont ensuite aménagé et agrandi eux-mêmes leurs biens. C'est-à-dire dans la dent creuse qui est entre les deux logements, là, ben c'est l'habitant qui construit. Avec ses petites mains, avec ses copains, avec Marcel Marcello, qui lui qui est très compétent en menuiserie, puis avec en récupérant une porte ici, une fenêtre, une tôle, une bâche, etc. Donc là, il y a implication de la population locale. Donc un système qui permet de construire économiquement et aussi d'investir la population. Voilà. Ensuite, on va passer. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. J'appuie. Non, c'est pas ça. J'appuie là. Voilà. Voilà, c'est ce que ça donne une fois construit. Voilà, donc ça nous fait un logement qui est parfaitement identifiable. Hein, voilà. C'est une expérience. Hein, construire la maison la moitié d'une bonne maison plutôt qu'un mauvais logement entier. C'est intéressant. On a également cette bibliothèque
hein, qui est au Burkina Faso. C'est Francis Kéré, qui est un architecte burkinabé et allemand. Il a fait ses études d'archi en Allemagne, puis ensuite il est revenu dans son pays. Donc il a marié ses connaissances en bioclimatique, hein, qu'on apprend à l'école d'archi notamment, qu'il a fait à Berlin, et des modes de construction africains. Alors pour faire court, puisque Mélanie me presse délicatement, là il a demandé à la population de s'investir, donc la population amène son savoir-faire, ses mains. Il a travaillé avec le matériau local, la terre, les savoir-faire, comment on fait des briques avec cette terre, comment on fait des tuyaux, comme là il fabrique des tuyaux. Voilà. Et puis il utilise tous les des toits ventilés, des toits en tôle, mais avec des grands débords, évidemment, des murs en terre qui donnent de l'inertie. Voilà. Et ça fait une belle architecture. Hein, toujours qualité d'architecture. Construire économiquement, du confort, mais aussi de la belle architecture. Et ensuite, dernière, j'appuie là. Voilà. Dernière expérience que je vous propose, ce sont des salles de classe polyvalentes. Là aussi, c'est la même chose. Hein. C'est implication des populations locales, matériaux locaux. Là, et en l'occurrence, là, c'est une expérience assez intéressante. C'est qu'il se dit plutôt construire une salle de classe, puis ensuite une salle polyvalente pour la réunion. C'est le même bâtiment qui fait tout. Et si vous voyez la photo qui est en haut à gauche, ce sont des parties, vous voyez des volets qui sont bleus et verts. Eh ben, ces volets bleus et verts qui ferment le bâtiment, vous les faites basculer et vous avez l'image en dessous, ça forme des tables. Donc quand vous voulez, c'est assez sioux comme système, ça coûte pas cher. Donc voilà, quand vous voulez libérer de la place dans cette grande pièce, eh ben, vous remontez les tables et voilà. Voilà ma dernière brique, qui sera ma conclusion. Hein, voilà rapidement des solutions déjà mises en œuvre pour bâtir aujourd'hui, un aujourd'hui et un demain mieux habitable, où l'humain a toute sa place, parce que c'est pour lui qu'on construit, et toute sa dignité, dans une vie intime et une vie sociale. Donc à chacun de nous d'y croire, de les diffuser, de les mettre en œuvre, qu'on soit architecte, maître d'ouvrage, entreprise ou habitant. Merci.